Bonjour à tous, bonjour Bertrand. Bonjour Julien, bonjour à tous. Eh bien, nous voilà réunis pour ce cinquième live. Alors, le dernier d'une petite série qui était censée apporter de l'information pendant cette période dite de confinement. Donc, bien évidemment, face au succès de l'opération, on donnera une suite et on prendra 5 minutes à l'issue de cette présentation pour vous présenter le projet pour amener de la continuité à cette initiative. Donc aujourd'hui, on a fait le choix de vous proposer un sujet sur les associations céréales protéagineux récoltées en ensilage, issus des nombreux travaux que l'on réalise sur la ferme depuis la création sur cette problématique. En guise d'introduction, on va reprendre quelques éléments de contexte autour de la ferme. Donc c'est des éléments que vous retrouvez dans la phase introductive en fait de tous les lives précédents. L'idée, c'est de dire que la ferme de Torigné, c'est toujours une ferme expérimentale, conduite en agriculture biologique, avec des vaches allaitantes et un potentiel agronomique modeste, avec un objectif à atteindre, c'est l'autonomie alimentaire du système de production. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et vous présenter pourquoi, en fait, on a été amené à s'intéresser à ces ensilages d'associations céréales protéagineux. Notre contexte, c'est en fait des sols à forte alternance hydrique et des potentiels agronomiques modestes. Donc ça, c'est notre moyen de production. Donc on doit faire avec. Pour que le système il fonctionne sur la ferme de Torigné et qu'il atteigne un équilibre en fait, et c'est-à-dire nourrir tous les animaux dans une autonomie totale, on doit être en mesure de stocker tous les ans par UGB 2,2 tonnes de matière sèche. Alors autour de ce 2,2, il y a beaucoup d'amplitudes, hein. Ça va jusqu'à quasiment 3 et il y a des bonnes années, on a pu descendre à 1,8 tonnes de matière sèche stockée. Donc il y a un objectif en fait d'aller chercher des stocks de fourrage pour nourrir les animaux en période hivernale. Et ces fourrages ils doivent néanmoins être d'une bonne valeur nutritive. Pourquoi? Parce qu'on a quelques catégories animales qui ont de forts besoins. Donc deux principales aujourd'hui sur la ferme, hein, c'est les couples mervaux en vélage d'automne. Et la deuxième, ça va être les génisses. Les génisses qu'on met à la reproduction pour un premier élage à 24 mois. Donc des rations relativement énergétiques, donc il nous faut un fourrage de qualité. Au moment de la création de la ferme, quand ils ont lancé cette opération, ils ont commencé à travailler sur le maïs en silage pendant 8 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? Rendement moyen, 7,7 tonnes de matière sèche, avec une variabilité très très importante, hein, de l'ordre de 50%. Un aliment intéressant d'un point de vue nutritif, hein, 0,9 UL, par contre 90 grammes de PDIN, donc on sait très bien qu'en agriculture biologique ça peut être compliqué, parce que tout l'enjeu est d'arriver à corriger les rations. Donc le constat sur le maïs, en fait, quelque chose de beaucoup trop variable pour en faire une valeur sûre dans le contexte de Torigny. Du coup, c'est posé la question, ces fameux ensilages d'associations céréales protéagineux, est-ce que ce serait une alternative crédible au maïs ensilage? Avec deux objectifs. La première, sécuriser la production fourragère, avec quelque chose de robuste, de stable d'année en année. Et enfin, obtenir un fourrage plus équilibré qui nécessite une moindre complémentation ou plutôt une moindre correction à travers l'utilisation de matières premières ou éventuellement d'autres fourrages. Donc pour répondre à ces deux questions de sécurisation du système fourrager et puis d'obtenir un fourrage plus équilibré, donc une petite illustration de la démarche expérimentale qui a été mise en place sur la ferme autour de cette question des céréales protéagineux. Alors qu'est-ce qu'on entend par des céréales protéagineux déjà? Donc c'est un mélange où on va retrouver une à deux céréales et un à trois protéagineux. Donc couramment, nous, ce qu'on va utiliser sur la ferme et ce qu'on rencontre dans les autres élevages, hein, dans la région Pays de la Loire, c'est plutôt des mélanges, on va dire, au niveau des céréales qui vont être à base de triticale, avoine. Et puis sur les protéagineux, sur la fraction des protéagineux, on va retrouver le pois fourragé, la veste commune. On a travaillé un peu plus récemment la question de la févrole. Alors parfois, c'est vrai qu'on entend aussi parler de légumineuses et notamment de trèfle annuel, trèfle squarosum, trèfle micheli, qui pourraient être utilisés. Nous, on les a pas testés. Alors pour une raison principale, c'est que par rapport à nos dates d'implantation, historiquement, on implante ces mélanges plutôt fin octobre, début novembre. Et c'est vrai que ces légumineuses annuelles, en fait, à cette date de semis-là, n'ont pas le temps de s'exprimer dans les mélanges et s'expriment pas dans la biomasse. Donc, il y a peu d'intérêt d'aller chercher ces légumineuses annuelles dans le cadre des implantations qu'on menait sur la ferme. Donc aujourd'hui, hein, ces associations de céréales protéagineux, d'ailleurs qu'elles soient en ensilage ou en grains, c'est vraiment la culture principale qu'on va retrouver ensuite dans les systèmes en agriculture biologique, dans les systèmes d'élevage dans la région des Pays de la Loire.
Alors là, l'objectif, hein, cet après-midi, c'est bien d'évoquer la problématique des récoltes en ensilage. Et donc, notre premier objectif, nous, sur la ferme, c'était déjà d'avoir un mélange productif pour sécuriser notre système fourrager. Donc, on le verra, on a beaucoup de travaux qui sont plutôt au stade laiteux-pâteux de la céréale. Donc, on va dire des ensilages qui ont lieu aux alentours on va, du 10-15 juin. Et la question aussi, c'est d'optimiser. On verra pourquoi on parle d'optimisation de cette part de protéagineux pour essayer d'en maximiser en fait les taux de protéines. Et puis ensuite, donc on a fait pas mal d'essais autour de la nature des mélanges, quelle espèce on allait utiliser, à la fois dans les céréales et dans les protéagineux. Des aspects aussi sur les doses, comment on pouvait essayer d'optimiser cette dose notamment de protéagineux. Et puis un peu plus récemment, il y a eu des essais aussi qui sont liés à la date de récolte de ces différents ensilages. Et à chaque fois, donc on se retrouve sur des essais de type analytique, des essais en bloc avec répétition, et on a des mesures de biomasse, de composition, quelle est la part de chaque espèce dans ces mélanges, et puis de valeur nutritive de chacun de ces mélanges. Alors, première série d'essais, première problématique en fait travaillée sur la ferme, ça a été de trouver le bon dosage de protéagineux au sein de ces associations. Donc, on a testé plusieurs choses. Donc, si on reprend les chiffres qu'il y a dans le tableau, vous avez sur la deuxième ligne un mélange triticale pois fourragé. Triticale semé à 300 grains par mètre carré, auquel on a associé du pois fourragé semé à 20 grains par mètre carré. On n'a pas associé de VS. Cette association, elle a été testée pendant 5 ans en microparcelles. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu un taux de protéagineux de l'ordre de 26,5%. Et en termes d'évaluation du risque de verse au moment de la récolte, on l'a qualifié de faible. Ensuite, on s'est dit, bon, ça marche. L'idée, c'est toujours d'aller chercher un peu plus de productivité et surtout plus de valeur nutritive. Donc, on a fait le même mélange, sauf qu'on a baissé la dose de triticale au semis et on a augmenté la dose de pois fourragé. Donc, on est passé d'un 320 à 290-30. Et c'est répété pendant 3 années. Taux de protéagineux, 24,4%, donc très proche de ce qu'on avait observé sur les essais précédents. Et là, un risque de verse qu'on a qualifié de moyen. Donc on avait une partie du fourrage qui se retrouvait versée. On a essayé d'aller encore plus loin avec cette fois-ci la ligne en verte, un triticale pois fourragé auquel on a associé de la vesse. Donc on est resté sur un 290 de triticale, 15 de pois fourragé et 15 de vesse. Toujours répété pendant 3 ans. Là, on a eu un taux de protéagineux qui a dépassé les 30%, donc quelque chose de très intéressant. Et toujours un risque de verse qu'on a qualifié de moyen. On a regardé si on pouvait encore aller plus loin, toujours le même mélange, sauf qu'on a augmenté de 5 grains par mètre carré la densité de pois fourragé et de vesse. Là, on a dopé la quantité de protéagineux. Par contre, la problématique de verse s'est avérée vraiment problématique avec des difficultés à la récolte. Donc, conclusion, plus on augmente la quantité de protéagineux au moment du semis, plus on en retrouve au moment de la récolte. Cependant, il faut veiller à ne pas dépasser les 30 grains par mètre carré, parce que dans ce cas-là, le risque de verse il est beaucoup trop important et on se retrouve pénalisé au moment de la récolte. Alors, une fois qu'on avait déterminé les proportions, on va dire, idéales pour ce type de mélange, donc avec des récoltes, on le répète, au stade laiteux-pâteux des céréales, donc plutôt autour du 10-15 juin, quelques résultats en termes de biomasse produite et puis de valeur nutritive. Donc, on compare du triticale, qui est tout seul, céréales pures, un triticale pois, et puis ensuite, derrière, il y a une comparaison aussi où on retrouve notre témoin triticale qui est comparé cette fois-ci à une association triticale pois-vesse. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'arrivé à ces dates de récolte, on est sur des mélanges qui sont quand même très productifs. Il n'y a pas de différence en termes de productivité. On est autour de 11 tonnes de matière sèche de production sur ce type de mélange. Alors, la différence, elle va être liée à cette part de protéagineux, où effectivement, l'intérêt des protéagineux, c'est de pouvoir ramener de la protéine. On le voit, on va passer de 5-6% de pourcentage de MAT sur des triticales en pur jusqu'à 90 à 104 grammes de MAT par kilo de matière sèche dès qu'on associe des protéagineux. Avec un petit plus pour l'association triticale pois-vesse parce qu'effectivement, on va avoir une proportion de protéagineux un petit peu plus importante aussi à la récolte. Et ensuite, donc les valeurs qu'on a en dessous, c'est des valeurs donc énergétiques sur les UF et puis les valeurs protéiques avec les valeurs PDIN et PDIE. Donc ce qu'on observe, donc là on est sur des valeurs en vert. C'est des valeurs, chaque fraction est analysée en séparé et on reconstitue la valeur du mélange au prorata de la contribution de chaque espèce dans la matière sèche.
Ce qu'on observe, c'est qu'on a des valeurs qui sont un petit peu plus élevées sur nos associations qui sont liées aux protéagineux. Donc là, on est autour de 0,85 UFL. Alors en fait, en ensilage, on va perdre à peu près 0,05, 0,08 UFL par rapport à la valeur en vert. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est le bénéfice un peu des protéagineux, c'est de augmenter aussi, notamment de augmenter les valeurs PDIN et PDE, et notamment la valeur PDIN, quoi. Faut voir, voilà, des céréales en pur, toutes seules, là, on est à moins de 40 de PDIN sur des céréales en pur, et là, on arrive à avoir des mélanges qui sont autour de 60 grammes de PDIN liés à la présence des protéagineux. Alors, pour aller plus loin sur ces approches de valeurs nutritives, on a pu regarder l'incidence que ça pouvait avoir des taux de protéagineux en fait sur les teneurs en protéines de ces différents mélanges. Donc le premier graphique, là, celui que vous avez à gauche, c'est l'incidence du taux de protéagineux sur le taux de protéines, donc en MAT par gramme par kilo de matière sèche, dans les différents mélanges. Alors là, effectivement, pas tellement de surprise, hein. Plus on augmente le taux de protéagineux dans le mélange, plus on a un taux de MAT qui est important. Avec la limite qu'évoquait Julien, c'est qu'effectivement, au-delà de 30 grammes par mètre carré, dans ce cadre de récolte relativement tardif au stade laiteux-pâteux, on risque d'avoir des problèmes de verse. Donc il y a un compromis aussi à choisir entre maximiser la part de protéagineux, mais aussi éviter de s'exposer au risque de verse. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on voit sur certaines, même sur des céréales qui étaient conduites en pur, qui nous servaient de témoins, donc là où on a 0% de protéagineux, on a quand même des variabilités très importantes sur les taux de protéines sur ces céréales. Et là, si on regarde le graphique de droite, alors celui-là est un peu différent. Celui-là, c'est l'incidence du taux de protéagineux sur la variation de la teneur en protéines du triticale qui est associé par rapport à un triticale en pur. Donc, c'est-à-dire qu'on avait nos témoins en pur, on avait nos associations qui étaient à base de triticale, pois fourragé, veste, et on regarde l'incidence du taux de protéagineux sur la teneur intrinsèque de la céréale. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a une petite tendance à plus on a de protéagineux, plus on a une teneur intrinsèque de la céréale qui est importante. Alors, sur des cultures annuelles, il n'y a pas de phénomène de transfert. Il n'y a pas de phénomène de transfert d'azote entre les protéagineux et la céréale. Par contre, ce qui va se passer, c'est que plus la densité de protéagineux va être importante, plus en fait, ça va laisser d'azote du sol à disposition pour la céréale, ce qui explique pourquoi elle a tendance à s'enrichir un peu plus en protéines si on a une part de protéagineux qui est importante. Néanmoins, on remarque quand même qu'on a une forte variabilité quand même sur la teneur intrinsèque en MAT de ces céréales, qui est liée à plusieurs choses. On est dans un système donc en bio, pas de fertilisation minérale azotée, donc on est très tributaire de la quantité d'azote qui va être disponible en sortie hiver, donc qui va être liée au reliquat sortie hiver, et puis de toutes les conditions de minéralisation qu'on va avoir en fait en cours de printemps. Et c'est vrai que par exemple, si on a des hivers très humides avec des sols qui sont gorgés d'eau, on peut avoir déjà une lame drainante qui fait qu'on a des faibles reliquats azotés. On a une minéralisation qui se met assez tardivement en route et qui donc va impacter la nutrition azotée, notamment de la fraction cérale, et qui peut conduire à une forte variabilité comme ça de la teneur en protéines sur nos associations de céréales protéagineux et en particulier sur la fraction des céréales. Donc voilà, on a regardé du coup ce qu'on pouvait travailler sur les doses, on a bien étudié les rendements, la valeur nutritive, et après on s'est posé de la diversification en fait des céréales au sein de ces mélanges. Donc on a testé en substitution du triticale deux céréales qui étaient l'épeautre et le seigle. Aujourd'hui on fait le choix de vous présenter les résultats des associations à base de seigle. Donc on est parti de notre mélange classique, un triticale se met à 290 grammes par mètre carré, auquel on associait 15 grammes par mètre carré de veste et 15 grammes par mètre carré de pois fourragé. On a remplacé le triticale par du seigle et on a comparé. On a comparé pendant 6 ans, de 2013 à 2018. Et là, sur le graphe qu'on vous propose, vous avez les rendements observés pour les deux modalités étudiées. Donc on va faire simple. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quand on a des associations à base de seigle, on augmente légèrement la productivité de l'association. Ça, c'est vrai tant qu'on a des hivers sains. Si on a des hivers très humides, dans ce cas-là, le seigle ne se comporte pas bien du tout en association et on a une baisse de la productivité. C'est ce qui s'est passé sur les années 2013 et 2014. D'un point de vue énergétique, en fait, on a une valeur nutritive qui est légèrement plus faible. Sûrement un effet de dilution qui explique cela. Sur la valeur protéique, on va être plus proche
que notre association seigle pois fourragé VES, avec quelque chose autour de 58 de PDIN et 75 de PDIE. Donc le seigle, oui, ça peut être une solution, ça ramène à condition d'avoir les bonnes terres et entre guillemets le bon hiver, quoi. Ça ramène un peu de productivité et on reste sur des valeurs nutritives satisfaisantes qui font qu'il est envisageable de l'utiliser dans certains systèmes de production. Alors ensuite, donc là on a vu, on s'était posé des questions autour des doses, autour de la nature avec l'utilisation du seigle, et puis ensuite c'est posé la question de l'incidence du stade de récolte. Donc là on était reparti d'un mélange qu'on connaissait, qui était plutôt construit pour des récoltes au stade laiteux pâteux des céréales, donc autour de la mi-juin on va dire. Donc un mélange 290 grammes par mètre carré de triticale, 15 en veste et 15 en pois fourragé, qu'on est allé chercher plutôt à trois stades différents. Donc le stade précoce qui correspond à la floraison des protéagineux, notamment la floraison du pois fourragé, donc autour du 5 mai. Le stade intermédiaire, où là on est plutôt à la floraison des céréales, et puis le stade tardif, qui est un peu le témoin qu'on connaissait, c'est-à-dire au stade laiteux pâteux des céréales. Donc ce qu'on observe dans les histogrammes, c'est l'évolution de la biomasse. On a une biomasse qui va plus que doubler entre le stade précoce et le stade tardif. Et si on regarde sur ce type de mélange, en termes de valeur nutritive, donc ce qui est en jaune, c'est la courbe des UF, et puis ce qu'il y a en violet, c'est la courbe du taux de protéines, du taux de MAT. Et ben en fait, on se rend compte qu'aller sur des récoltes très précoces, on concentre pas énormément en termes d'énergie et en termes de protéines. L'énergie baisse de manière assez significative, on va dire, entre le stade précoce et le stade intermédiaire. Ça, c'est lié à l'épiaison et à la floraison des céréales. Et puis après, elle a tendance à se maintenir. On a un léger effet de dilution de la matière azotée quand on monte un peu en stade et qu'on va vers le stade tardif. Mais par rapport à ce qu'on peut avoir en stade précoce, on n'a pas des écarts qui sont très importants en termes de valeur nutritive. Donc, ce type de mélange pour des récoltes précoces n'a pas forcément beaucoup d'intérêt parce qu'on a un gain relativement modeste sur les valeurs alimentaires, on arrive peu à concentrer en énergie et en protéines, et par contre on perd énormément en biomasse, on perd 55% de la biomasse. Donc peu d'intérêt à les récolter plutôt un mélange qui de base serait construit avec une dominante céréale. Pour aller plus loin sur l'incidence de ces stades de récolte, on a gardé notre mélange un peu témoin que Bertrand vient de vous présenter, récolté au stade précoce, donc qui produit, donc diagramme sur la gauche, 4,9 tonnes de matière sèche. On l'a comparé cette fois-ci à toujours une association céréales protéagineux, mais enrichi en protéagineux, c'est-à-dire qu'on a semé une demi-dose de triticale, donc 145 grammes par mètre carré, toujours 15 grammes par mètre carré de veste, 30 grammes par mètre carré de pois fourragé et surtout une demi-dose de févrole. Donc on a enrichi notre mélange en protéagineux. En termes de productivité, on n'observe aucune différence. D'accord ? Pour une récolte au 5 mai, aucune différence. Par contre, et un peu heureusement, hein, d'un point de vue valeur nutritive, on retrouve un bénéfice. Peu marqué sur la partie énergétique, hein, 0,91 contre 0,94 UFL, donc pas un gros écart. Par contre, sur la partie protéine, on gagne plus de 6 points de MAT. Donc du coup, on a vraiment un gain et un intérêt à, dans le cadre de récoltes précoces, enrichir notre mélange en protéagineux. Alors ces mélanges, ils peuvent avoir de la place dans certains systèmes de production, notamment quand on a des potentiels agronomiques qui permettent derrière de faire un maïs en silage. Bon, c'est pas le cas à Torigné, donc on n'a jamais pu le tester. Mais c'est une solution qui peut convenir à certains systèmes, notamment des systèmes laitiers, pour aller chercher un fourrage plus riche en protéines. Donc, pour synthétiser un peu sur cette question de choix des mélanges et puis de date des récoltes, ce qu'on propose, c'est des premières approches où en fait, on va faire un choix entre ce qu'on cherche en termes de productivité, en termes de biomasse par hectare et en termes de qualité. Et donc, ce que vous retrouvez sur le graphique, donc la grande bande verte, c'est l'évolution de la productivité en fait avec l'avancée du stade. Là, on va se retrouver vraiment de début mai jusqu'à la mi-juin. Et puis, l'évolution de la teneur en protéines, parce que c'est ce qu'on regarde quand même assez principalement sur ce type d'association, avec deux grands types d'associations. Celle qui est en violet, c'est une dominante protéagineux. Donc là, dans le mélange, à la récolte, on a plutôt 2 tiers, voire 3 quarts de protéagineux et 1 tiers à 1 quart de céréales. Et dans l'autre cas de figure, par contre, on est plutôt sur des mélanges à dominante céréale, donc qui est la courbe jaune, où là, on va se retrouver plutôt avec 1 quart de céréales, voire 30% de céréales, de protéagineux dans le mélange récolté.
Et donc, ce qu'on voit, c'est que effectivement, on a un phénomène de fort accroissement quand même de la productivité, hein. C'est des mélanges qui prennent quand même 150 kilos de matière sèche par hectare et par jour, ce qui veut dire qu'en l'espace de 3 semaines, on va quand même prendre 3 tonnes de matière sèche, quoi. On va passer d'un petit 4-5 tonnes début mai à assez rapidement, dans la deuxième quinzaine de mai, on va pouvoir être à 7-8 tonnes de matière sèche. Donc, il y a un compromis à trouver entre valeur alimentaire et puis productivité. Alors la question qu'on a pour le moment, ceux qui sont très riches en céréales, là on sait l'évolution de leur valeur alimentaire, on va dire jusqu'à des récoltes au stade laiteux pâteux à la mi-juin. La question qui se pose par contre pour des mélanges très renforcés en protéagineux, c'est pour ça que la courbe on l'a mis en tout petit pointillé derrière, c'est leur sensibilité à l'averse aussi. On va se retrouver avec 2 tiers de protéagineux dans ces mélanges-là. Et est-ce qu'ils peuvent tenir sur des stades de récolte plus tardifs pour trouver ce compromis un peu entre productivité et puis qualité des mélanges, quoi. Mais après, donc là, voilà, il y a un compromis à trouver entre ce qu'on cherche en termes de valeur nutritive et puis derrière en termes de productivité, sachant qu'au mois de mai, voilà, on a des mélanges qui vont prendre jusqu'à 150 kilos de matière sèche par hectare et par jour. Donc concrètement, en mise en place pratique, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Eh ben, l'utilisation de ces céréales protéagineux, elle est relativement simple. L'idée, c'est de semer entre le 15 octobre et le 5 novembre, en fonction des fenêtres météo et des contextes pédoclimatiques. La graine doit être installée à 2-3 cm de profondeur, en un passage seul, c'est-à-dire qu'on peut semer en même temps la céréale et le protéagineux. Il faut être relativement précis sur les densités de semis, notamment sur la part de protéagineux, parce qu'on voit que si on en met trop, le risque de verse il est relativement important. Donc petite précaution à ceux et celles qui vont utiliser des semences fermières avec des associations céréales protéagineux et une quantité de poids qui est plus subie que maîtrisée. Le mélange qui est aujourd'hui préconisé parce qu'il marche dans la majorité des situations, c'est de semer 300 grains par mètre carré de triticale, d'y associer 15 grains par mètre carré de pois fourragé et 15 grains par mètre carré de veste commune. Donc l'idée là, c'est d'avoir un fourrage pour aller chercher un bon compromis entre valeur nutritive et productivité, avec une récolte vers le mois, enfin début juin, quoi. Le choix des variétés triticales, il est assez important quand même, hein. On peut intégrer 3 paramètres pour cette association, parce que souvent, nous, on associe 3 variétés. Donc, plutôt une variété productive, une variété qui va être plus tôt avoir des points positifs sur sa capacité à résister à certaines maladies. Et enfin, une troisième variété qui va plutôt avoir une capacité à avoir un bon pouvoir couvrant. Donc voilà, le tout en coupe directe, donc qui est possible, hein, avec un taux de matière sèche proche des 35%, qui se fait mi-juin, donc en coupe directe parce que ça permet de limiter le travail et surtout l'effort de mécanisation. Et pour avoir un produit final très intéressant, on y reviendra à la fin de l'exposé, hein, 0,77 UFL, 60 de PDIN et 65 de PDE, quelque chose qui est très très simple à utiliser. Petit zoom, par contre, sur ce qui concerne le chantier de récolte, c'est vrai que c'est un élément clé un peu de réussite de ces ensilages céréales protéagineux là au stade laiteux pâteux des céréales. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à ces stades-là, on arrive, donc on est autour du 10-15 juin, on a des évolutions quand même assez rapides du taux de matière sèche, et c'est vrai qu'on peut se faire surprendre. Alors, on dit souvent l'idéal, c'est d'être autour de 33-35% de matière sèche. Et c'est vrai que par contre, le taux de matière sèche évolue très vite. On peut très vite se retrouver au-dessus de 40 et ça peut poser des problèmes en termes de conservation et après derrière d'ingestibilité sur les animaux. Donc de bien faire attention dans un premier temps au niveau du suivi de ce stade laiteux pâteux. Et puis ensuite, derrière, au moment du chantier de récolte, avoir quasiment la même exigence qu'on a quand on est sur des chantiers de maïs en silage en termes de finesse de hachage. Là, on essaye d'avoir des choses autour de, allez, 3-4 cm, d'avoir un hachage assez fin. Et puis surtout, de pas hésiter à beaucoup tasser. Là, sur la ferme, c'est vrai qu'on utilise 2 tasseurs. On prend un tasseur supplémentaire pour pouvoir tasser au maximum. Et on le voit hein, même sur des silos comme ça, des silos taupinières, on arrive quand même à avoir des densités sur ce type de fourrage-là en tassant de manière énergique, hachage fin et en tassant de manière énergique, et avoir 200 kg de matière sèche par mètre cube. Et c'est vrai quand on avait fait des études aussi dans des suivis de silos où sur ce type de récolte-là, on avait des fois des densités qui étaient un peu inférieures, plutôt autour de 140-150 kg de matière sèche, qui pouvaient poser des problèmes après en termes de conservation. Alors par contre, ce qu'évoquait Julien, c'est des récoltes donc en coupe directe qui sont relativement rapides. Donc là, on a un mélange qui finalement, ramené au silo, nous coûte pas très cher, hein, 55 € par tonne de matière sèche en main d'œuvre au silo. C'est un fourrage qui est relativement économique.
parce que là, on se situe bien dans le cadre d'ensilage tardif. Donc, on fait du rendement, on est à peu près à 8-9 tonnes de matière sèche de rendement, donc ce qui crée de la dilution, de toute façon, sur l'ensemble des charges qui sont engagées. Et puis, on est sur un mélange où on est quand même sur une dominante céréale. La céréale est donc de la semence fermière, donc on a compté au prix de vente, mais on est autour de 125 euros par hectare en coût de semence, donc un coût de semence qui est relativement limité. C'est là aussi où il faut faire attention. On le voyait tout à l'heure. On parlait des adéquations entre ce qu'on fait en termes de choix de mélange et de date de récolte, en fonction de ce qu'on veut en termes de productivité et puis ce qu'on veut en termes de valeur nutritive. Il faut aussi regarder l'aspect coût. Parce qu'effectivement, sur des mélanges à dominante, par exemple protéagineux, on peut avoir un coût de semence qui double, qui est voire entre 250 et 300 euros par hectare. Et si on a des rendements qui sont plutôt de l'ordre, là, pour le coup, de 4-5 tonnes de matière sèche, on a beaucoup moins ces effets dilution en fait sur les coûts qui sont engagés. Et donc, ça peut aussi être un mélange qui devient en silo, au silo, qui devient beaucoup plus coûteux. Donc, il y a à la fois l'aspect productivité et valeur nutritive qu'on veut avoir, et puis derrière aussi de regarder en termes de coûts quand même comment tout ça évolue. Voilà, donc en guise de conclusion, avant de passer à un petit reportage terrain qu'on a réalisé en début de semaine sur la ferme, dire comment on peut être amené à utiliser ces associations céréales protéagineuses. Globalement, elles peuvent être utilisées sur toutes les catégories animales, sachant que la performance animale, elle résulte avant tout d'un équilibre de ration. Donc si on utilise ce fourrage et qu'on l'utilise de façon bien équilibrée, distribuée avec les bonnes quantités et complémentée avec le bon fourrage ou la bonne matière première, il n'y a pas de souci. Donc rapidement, sans entrer dans le détail des rations, sur des vaches à la reproduction, ça c'est issu d'expés qui ont été répétés pendant 3 ans. Et ben, avec ce type de régime, on a des taux de gestation de 87%. Donc quand on sait qu'à Torigny, la période de reproduction dure uniquement 2 mois stricts et qu'on a 87% de taux de gestation, c'est qu'a priori la ration, elle est équilibrée. Pareil, sur les génisses en croissance, les 14-18 mois, donc ça c'est une ration issue de nos travaux sur la croissance compensatrice, donc le fait de sous-alimenter les animaux en hiver et qui compensent à travers leur croissance sur la phase de plein pâturage. Là, on cherchait des croissances autour de 500 grammes par jour. Et ben, on a réussi avec l'utilisation de ce fourrage, on a atteint 456 grammes par jour, il n'y a pas de souci. Et enfin, dernière catégorie animale qui suscite souvent beaucoup de questions, parce qu'il y a beaucoup de besoins, c'est les vaches à l'engraissement, qui ont des besoins énergétiques très très importants. Et ben oui, on arrive à engraisser des vaches en utilisant ce fourrage. Alors certes, la participation à l'ingestion de ce fourrage, elle est relativement modeste, quasiment la moitié, 5,8 kg de matière sèche, mais associé à du foin de luzerne et une complémentation à base de triticale pois et un chouïa de févrole, parce qu'on est légèrement juste en azote, et ben on arrive à avoir de très bonnes performances, 1164 grammes par jour. Donc ça a été réalisé sur 2 séries d'animaux, donc une synthèse de 2 années de mesure. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ces associations céréales protéagineuses. Donc, ce qu'on vous propose tout de suite, c'est un petit reportage qui va vous permettre en visuel de voir aujourd'hui deux grands types de mélanges là, qui sont présents sur la ferme. En attendant, n'hésitez pas, on commence à avoir déjà des premières questions. N'hésitez pas à en profiter pendant le reportage à nous envoyer vos questions. Et puis, d'ici 4-5 minutes, on va passer à un échange autour de vos questions pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc voilà, petit reportage sur la ferme. Nous voici sur la ferme expérimentale de Torigny d'Anjou, sur une parcelle de triticale pois-vesse qui a été semée dans l'objectif d'ensiler le mélange semé. Donc on retrouve bien toutes les espèces qu'on a pu vous présenter dans l'exposé. Donc on a le triticale, on a le pois et on a ici la vesse. Alors cette association céréales protéagineux, elle a été semée à 300 grains par mètre carré de triticale, donc c'est du triticale fermier, auquel on a associé 15 grains par mètre carré de vesse et 15 grains par mètre carré de pois fourragés. Alors le tout a été semé le 23 octobre dernier. Et on a roulé juste derrière. Alors pourquoi on a roulé? Vous commencez à nous connaître, vous vous en doutez bien. C'est qu'en même temps, on a semé une prairie. Et là, on voit qu'au niveau de la prairie, il y a aussi tout ce qu'il faut. Présence de graminées, de trèfle blanc et de trèfle hybride qu'on voit très bien ici. Alors en termes d'itinéraire technique,
sur cette parcelle, c'est très simple. Le précédent, c'est une févrole sur laquelle on a fait 20 quintaux. Au moment juste après la récolte, on a fait un petit déchômage. Le 29 juillet, on en a refait un le 6 octobre. Et puis après, on a semé la parcelle en combiné. Voilà. Nous voici à présent dans une nouvelle parcelle d'association céréales protéagineux qui a vocation à être ensilée. Alors, contrairement à la parcelle précédente, là, on envisage plutôt une date d'ensilage autour de la mi-mai. Alors, pourquoi? Parce que l'idée, c'est d'aller chercher plutôt le fourrage qui sera à disposition pour obtenir plus de valeur nutritive. Alors au niveau du semis, là, on est sur une composition différente de la parcelle précédente. On a toujours notre triticale, voilà, le triticale, semé à 145 grains par mètre carré. On y a rajouté de la févrole semé à 22 grains par mètre carré, du pois fourragé, qu'on voit là, toujours semé à 15 grains par mètre carré, et de la vesse, elle aussi semée à 15 grains par mètre carré. Donc un mélange assez riche en protéagineux qui justifiera en fait une récolte précoce pour aller chercher de la valeur nutritive. Alors comme la parcelle précédente, là aussi on a fait le choix d'une implantation sous couvert, et si on plonge dans le mélange qui est très développé, et ben on retrouve nos trèfles et nos graminées qui sont bien présents. Donc là, en termes de hauteur, hein, on a plus d'1 mètre de biomasse avec une récolte dans les prochains jours. Donc plutôt quelque chose de très intéressant. Alors ce mélange sera utilisé cet hiver dans le cadre d'un essai pour étudier la valorisation zootechnique. On va le tester sur nos couples mervaux en vélage d'automne qui représentent la catégorie animale sur la ferme hors engraissement qui a le plus de besoins. Nous voici à présent sur la plateforme des essais en micro-parcelles en fait, sur les associations céréales protéagineux. Cette année, et puis depuis l'année dernière et encore l'année prochaine, on s'intéresse à la problématique de l'introduction du seigle et de l'épeautre associés au triticale et à la vesse et au pois fourragé dans nos associations pour savoir s'ils peuvent être facteurs de robustesse en fait. Donc la diversité des céréales peut être considérée comme un facteur de robustesse. Donc voilà, pour l'instant on a une année de résultats, rien de flagrant. La deuxième année nous apportera des choses plus précises et on conclura du coup l'année prochaine. Eh bien, merci Julien pour ce reportage sur la ferme. Ça nous a permis de voir voilà, un mélange à dominante céréale, un mélange à dominante protéagineux, et puis ce qu'on pouvait aussi faire sur les essais autour du seigle. Donc, on a eu déjà un certain nombre de questions. Donc, c'est parti. Alors, on a eu une première question en amont de ce live de la part de Charlotte qui nous questionnait sur la pertinence en fait de ces associations face aux évolutions climatiques. Et ben, selon nous, ces associations sont une vraie réponse d'adaptation aux évolutions climatiques. On a des printemps relativement précoces, surtout des étés de plus en plus secs. Donc l'idée est bien maintenant d'aller chercher un maximum de volume avant la sécheresse estivale. Et là, avec ce type de mélange, en fait, au stade de récolte qu'on souhaite, c'est une récolte début juin, donc avant la sécheresse estivale, qui permet d'aller chercher un maximum de volume avec une valeur nutritive tout à fait satisfaisante. Donc oui, ces associations représentent bien un levier d'adaptation face aux évolutions climatiques qu'on subit. Alors, sur la question autour des espèces utilisées, notamment autour des protéagineux, il y avait une question de Thibaut autour de la vesse velue. Alors, sur la ferme, là, on n'a pas testé l'intérêt de la vesse velue. Alors, effectivement, elle est plutôt réputée pour une résistance plus résistante en fait au froid. Donc, dans des climats, on va dire dans des zones un peu plus continentales, elle peut avoir peut-être son intérêt par rapport à des vesses communes. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde nous en termes d'évolution climatique, les derniers hivers qu'on a eus, finalement,
bon, on se rend compte que notre exposition, par exemple, à des gelées intenses est de plus en plus faible. Donc, on est resté sur des vestes communes. Mais cette dernière, elle est aussi réputée pour avoir un peu plus de la veste velue et pour avoir une résistance, on va dire, à des conditions plus de résistance aux conditions froides d'hiver, quoi. Alors ensuite, on avait une question sur l'anthracnose. Donc je vais coupler avec la réponse autour de la question de Simon sur la rotation. Nous, en fait, des problèmes d'anthracnose, on n'en a pas trop sur ces associations et on les a plutôt sur nos févroles qu'on conduit en pur. Donc d'où l'intérêt de vous faire un petit récap sur la rotation. Donc la rotation sur la ferme, elle est très simple. 4 à 5 ans de prairie. Derrière, on fait un triticale pois récolté en grains. Après, on fait une févrole, et c'est là qu'on peut avoir notamment des problèmes d'anthracnose. Et derrière, on fait une prairie sous couvert de triticale poivès qui est ensilée. Voilà. Donc du coup, on limite la pression des maladies avec cette rotation. Ça permet aussi de répondre à Arnaud qui pose une question très pertinente sur l'intérêt du sorgho derrière ce type de culture. Et bah oui, oui, c'est pertinent, ça mériterait d'être testé. Nous, on a aujourd'hui plutôt, enfin depuis plusieurs années, choisi l'option de travailler sur l'implantation de prairies sous couvert de ces associations. Donc derrière ces associations, on a une prairie, peu importe le stade de récolte, hein, qu'on récolte début mai ou début juin. Nous, l'objectif, c'est d'avoir une prairie installée. Mais la question est très très pertinente et mériterait des travaux de recherche pour voir derrière l'impact de ce précédent sur la culture du sorgho. Alors, il y avait la question aussi de la possibilité de Frédéric sur la possibilité de récolte en enrubanage. Alors, pour le coup, pour ce type de récolte-là en enrubanage, d'ailleurs, c'est ce on va tester hein, sur des mélanges, mais on va partir sur notre base qui est un peu plus riche en protéagineux, celui qu'il y avait dans la deuxième parcelle, notamment dans l'exemple. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si on va chercher au stade laiteux pâteux de la céréale, on risque d'avoir des pailles qui sont quand même plus rigides, plus développées dans des dominantes céréales et donc possiblement plus de possibilités que ça perce les bâches, quoi. Donc d'avoir des mélanges plus riches en protéagineux à des stades de récolte alors qu'on va qualifier peut-être d'intermédiaire, deuxième quinzaine de mai. Là, ça va nous obliger par contre à passer sur un itinéraire technique de fauche, euh, plus préfanage pour les monter en matière sèche, parce que là sur pied, on ne sera pas à 35% de matière sèche sur pied, pour pouvoir les récolter en enrubanage. Donc c'est possible, et puis aussi d'insister, de mettre le rotocut en route sur la presse pour monter un peu en densité, parce que effectivement c'est des fourrages, bon c'est assez ligneux, enfin c'est des fourrages assez denses, donc de bien mettre le rotocut en route pour pouvoir monter en densité dans les bottes d'enrubanage. Voilà une autre question de Philippe sur le coût de la récolte. Eh ben, on considère qu'on est autour de 55 euros par tonne de matière sèche hein, ramenée au silo. Donc voilà, c'est dur de concurrencer ce type de fourrage, quoi, parce que ça coûte vraiment pas cher à produire, tant d'un point de vue économique que surtout en temps de travail. Donc notamment dans des systèmes viande bovine, hein, quand on n'a pas les moyens de faire des maïs en silage à plus de 11 tonnes de matière sèche, la question se pose très sérieusement d'utiliser ce type d'association beaucoup plus économe en fait et qui permettent d'atteindre, on l'a vu hein, dans les exemples cités, hein, de très très bonnes performances zootechniques. Alors, il y a la question de Franck sur est-ce qu'il est possible de faire un mélange estival sous couvert style chicorée, plantain et trèfle. Alors là, on rejoint la question de ce qu'on évoquait dans le premier live sur les implantations de prairies sous couvert. Euh, donc bon, sur les plantains et chicorées sous couvert, là, on n'a pas la réponse, on l'a pas testé. Par contre, ces types de mélanges-là, avec d'abord ces dominantes céréales et puis plutôt ces dominantes protéagineux à différents stades de récolte, on les a actuellement en essai avec des prairies à fleurs variées en dessous. Après, potentiellement, on s'expose à moins de risques si on est dans le cadre d'ensilage précoce, même si on va chercher du chicorée et plantain, si toute la masse est ensilée, il y a moins de problèmes de phénomène de concurrence, par exemple, entre des chicorées qui prendraient le dessus ou plantain. Donc éventuellement, ça peut se concevoir. Après, ça va faire des mélanges, en récolte précoce, en ensilage, ça va faire des mélanges très très riches en eau, donc assez faibles en matière sèche. Donc il y a la question de l'itinéraire technique quand même à mettre derrière en termes de chantier de préfanage, etc., pour un peu les monter en matière sèche, quoi.
Mais on n'a pas la réponse vraiment plantain et chicorée sous couvert de ce type de mélange-là. Alors, question de Thomas. Donc, sur la comparaison métaille ensilage et une dérobée, 50% de Régal Italie, 50% de trèfle annuel. Donc, Bertrand, je te propose qu'on fasse la réponse à deux. En termes de valeur nutritive, bon, il ne va pas y avoir de débat, hein. C'est-à-dire que sur Régal Italie, trèfle annuel, on sortira toujours au kilo de matière sèche, hein, plus de valeur nutritive. Sur le résultat économique, Bertrand, je pense que tu as plus de vision que moi à l'échelle des systèmes. Peut-être que tu peux plus répondre. Oui, alors là, je pense qu'on est typiquement dans le cadre de la comparaison entre ce qu'on peut faire effectivement sur les itinéraires classiques RGI, trèfle incarnat, et ce qu'on peut faire sur des associations de céréales protéagineux très riches en protéagineux en récolte précoce. Euh, et donc, pour le coup, derrière, l'idée derrière, c'est d'implanter un maïs. Enfin, la plupart, donc, on va être sur le même niveau de comparaison. Après, sur des biomasses, il n'y a pas forcément beaucoup d'écart. Il n'y a pas beaucoup d'écart sur la biomasse produite. En termes de valeur nutritive, alors ça va dépendre de la fertilisation qui va être appliquée des fois sur les dérobés. Après, par contre, c'est vrai qu'il faut faire attention en termes de coûts de semences parce que sur des mélanges hyper riches en protéagineux, on peut se retrouver sur des coûts de semences qui sont relativement plus élevés. Alors, toute la question derrière, et là-dessus, il y a peu d'éléments, enfin, à ma connaissance, ça doit exister, mais c'est toute la question de la réussite après du maïs derrière. Et là, c'est plus l'effet du précédent avec ce qu'on peut entendre, c'est qu'effectivement, l'avantage des mélanges très riches en protéagineux, on n'a pas du tout les mêmes systèmes racinaires que sur du RJ, qui est un système racinaire très chevelu, qui va sécher vraiment les premiers centimètres, et qui donc après, en termes de taux de levée, des fois même sur des maïs, on a un peu moins de taux de réussite derrière des RJ trèfle incarnat, par rapport à ces associations riches en protéagineuses, qui vont aller capter l'eau en fait un peu plus loin dans le profil et qui vont moins sécher en fait la partie superficielle pour l'implantation du maïs quoi. Donc après là faut regarder sur des coûts de semences. Parfois, c'est vrai que sur des mélanges hyper protéagineux, si on a même rendement et quasiment même valeur, des fois les mélanges RJ trèfle annuel vont être un petit peu moins coûteux en semences. Et après, l'itinéraire technique, enfin récolte va être sensiblement le même, donc ils peuvent être un tout petit peu plus coûteux. Après, c'est de voir si on a un bénéfice par contre sur le maïs derrière. Donc là, la question, elle est plutôt à ce niveau-là. Voilà, donc on vous remercie pour ces questions. On arrive au dernier live en fait de la série que l'on souhaitait vous proposer pendant cette phase dite de confinement, avec le déconfinement au niveau national, enfin quasiment national, qui s'approche semaine prochaine. Donc l'occasion pour nous de vous remercier toutes celles et ceux qui ont participé à ces lives, qui ont été présents. Donc en moyenne, on avait 70 participations par intervention. Donc nous, ça nous a énormément surpris. C'était une agréable surprise. Donc on vous remercie tous pour votre présence, vos nombreuses questions pertinentes. On remercie aussi les nombreux collègues éleveurs qui ont partagé aussi les replays, parce que les replays étaient disponibles et donc on a eu pas mal de partages. La presse agricole, notamment via ses sites aussi, a bien relayé l'information. Donc prochainement, on va aussi créer une manière de pouvoir stocker un peu ces vidéos, de pouvoir les retrouver. Donc on est en train de monter une chaîne YouTube pour pouvoir stocker ces vidéos dessus. Voilà, et puis bah, pour terminer ces remerciements, un grand merci à Étienne, Philippe et Médéric qui sont présents aujourd'hui sur la ferme, hein. On est 5 sur la ferme de Torigné. Et si aujourd'hui on est en mesure de vous présenter tous ces résultats et qu'on a le temps aussi de vous les présenter, c'est bien parce que tout le monde est impliqué, et ce, toute l'année et encore plus pendant cette phase de confinement. Donc je tiens à les remercier avec beaucoup de sincérité, parce qu'il faut savoir que sur la ferme, on a remis en cause aucun essai, hein. On a réussi vraiment à maintenir le travail comme si tout était normal. Donc je souhaitais vraiment les associer à ce travail. Et puis donc à suivre, donc ce qu'on va vous proposer, bon là c'est vrai que ça a créé une bonne dynamique. Ça nous a permis aussi d'échanger avec des gens d'autres régions, donc c'était assez agréable d'avoir ces échanges. Donc on va sur un rythme un peu moins régulier que chaque semaine, mais on va certainement proposer des événements un peu de ce type-là un peu plus fréquemment, enfin à venir dans
dans le futur. Et la prochaine thématique, on pense, donc voilà, début juillet, de proposer une thématique autour des associations de céréales protéagineux, mais cette fois-ci en grains, avec à la fois la capacité de faire du concentré, et puis derrière aussi la question des implantations de bœufs prairies sous couvert, mais sous des couverts qui sont récoltés en grains. Voilà, et puis toujours en termes de perspective, et ben, encore un travail collaboratif avec la ferme expérimentale de Jalony, avec un live qu'on vous proposera à l'automne 2020, sur la problématique de la finition des femelles, où on vous présentera tous les régimes qui ont été testés sur ces 2 sites expérimentaux. Voilà. Bon, d'ici là, on peut encore avoir d'autres idées hein, et vous proposer des choses. Donc, du coup, n'hésitez pas à suivre notre page Facebook. Hein, c'est vraiment le vecteur qu'on a choisi pour informer en dynamique en fait de toutes les idées et innovations qu'on pourra avoir. Voilà. Encore merci à tous. On vous souhaite une bonne continuation et on vous dit à bientôt. Merci, oui, merci. J'ai vu, on avait reçu des petites questions. On va prendre le temps de répondre. On va vous faire une petite réponse, des petites réponses par mail sur Facebook. Voilà. Merci à tous pour votre participation et puis à très bientôt.